Et bah du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci Adèle, merci Pauline. Moi, je m'appelle Lisa, je suis anciennement étudiante en école de cinéma et je suis censée reprendre l'année prochaine. Je connais cet endroit parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans une association et un festival qui est domicilié ici. Et j'ai vite fait travailler à l'accueil aussi pour remplacer Xavier. Et c'est pour ça que je suis aussi, du coup, que je présente cette conférence. Donc, merci de m'accueillir. J'avais préparé une petite introduction, mais je ne sais pas forcément si ce sera utile parce que c'est vrai que ça va être plus participatif. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de poser des questions ou autres. Je pense que vous serez ravis d'y répondre. Et voilà, donc si vous voulez que je fasse ma petite introduction vite fait, je vais le faire. Donc, Top Chef dans avec les stars et Un si grand soleil, c'est 3 émissions de télévision publique et privée qui sont qualifiées d'éco-produites. Mais quand on pense au cinéma, en général, on pense lumière, costume, décor. Mais on pense légitimement, non pas forcément légitimement, mais on pense un peu moins à plein de détails qui n'en sont pas finalement, qui sont liés à la consommation des groupes électrogènes pour alimenter les projecteurs, à la seconde vie des décors éphémères, à la quantité des déchets produits par les équipes de tournage pendant des semaines entières de tournage. Il y a quelques statistiques sur ce qui se passe dans le milieu du cinéma, comme en 2021, où un groupe de sociétés qui s'est regroupé autour du nom de Sustainable Production Alliance, qui sont engagés pour la transition écologique et qui ont publié un rapport qui signale que du coup, sur une grosse production, l'empreinte carbone moyenne, c'est de 3370 tonnes de CO2, qui place en principal responsable de ce bilan, du coup, les déplacements et la consommation de carburant liés aux groupes électrogènes, aux voitures ou autres. En France, c'est autre chose, mais c'est un gros chiffre aussi, parce que l'industrie du coup du cinéma et de l'audiovisuel serait responsable de 1,7 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Ça fait beaucoup. Et du coup, par exemple, pour pallier à ça, le Centre national du cinéma et de l'image animée a placé sa politique en 2021 autour de l'écologie pour essayer de changer les choses avec son plan d'action, avec un petit point d'expérimentation juste après, pour mettre du coup l'écologie en ligne de mire des futures productions. Et qui, par exemple, demande un bilan carbone, la réalisation d'un bilan carbone au début du projet et à la fin du projet pour obtenir des subventions. Subventions qui sont aussi demandées par les étudiants et les étudiantes. Et donc, ça va être important pour le futur du cinéma, donc pour vous, pour nous, pour moi. Et c'est pour ça qu'on est là, pour parler d'éco-production. Et on a décidé du coup d'inviter Adèle Boyer et Pauline Michel, qui sont des professionnels de ce sujet, qui vont se présenter maintenant. Qui veut commencer ? Bonjour, moi c'est Pauline Michel, je suis la cofondatrice d'Eclo Production. Donc Eclo Production, c'est une société de production audiovisuelle qui fait que de l'éco-production. Donc ça veut dire qu'on va optimiser chaque étape de la production audiovisuelle, de la pré-production jusqu'à la post-production. J'ai fait des études en Italie, notamment à la Bocconi, où j'ai étudié le management des secteurs créatifs. Après, moi, j'ai travaillé dans différents secteurs créatifs. J'ai notamment travaillé dans la mode, dans le design, dans les musées, enfin une résidence d'artistes. En parallèle, j'avais une association de production audiovisuelle avec quelques amis où on produisait plutôt nos propres projets. Et suite à ma dernière expérience professionnelle, donc j'étais à la communication à la Villa Médicis à Rome, j'ai décidé que je voulais me lancer, lancer ma propre société et combiner donc mes deux intérêts qui étaient l'audiovisuel et la communication. Et des intérêts aussi des convictions plus personnelles d'éco-responsabilité. Suite à ça, j'ai proposé à mon père de se joindre à l'aventure. Donc en fait, c'est une société qu'on a cofondée à deux avec mon père et Claude. Et voilà. Et là, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille pour différents clients, que ce soit des associations, des marques, des institutions. Donc nous, on travaille plus sur le côté, on va dire, institutionnel. Et on commence à produire plutôt de la fiction ou du documentaire.
Voilà. Après, on travaille avec un collectif de créatifs d'une 20aine de personnes à peu près, où il y a un peu tous les métiers de l'audiovisuel. Il y a des réalisateurs, des monteurs, des ingé-sons, des motion designers, des étalonneurs, etc. Donc voilà, une belle aventure familiale. Alors, moi, je suis Adèle Boyer et moi, j'ai été directrice de production pendant plus de 15 ans et plutôt dans la publicité, film institutionnel et en fait, à force d'être témoin de ce grand gaspillage auquel on peut faire face parfois sur les tournages, que ce soit du gaspillage de nourriture, mais évidemment de construction de décors. Alors on déploie une énergie incroyable en prépa pour construire des décors, mais par contre, une fois qu'on a tourné le film, on peut mettre ça dans la rue et tout le monde s'en fiche, quoi. Enfin, je veux dire, donc voilà, donc ça commençait à devenir un peu pesant. Alors je faisais des maraudes et je partais avec tous les restes de régie pour au moins donner aux gens dans la rue ce que je pouvais donner. Mais les décors, parfois, bon, c'est pas simple, quoi. Et donc beaucoup de gaspillage. Et un jour, j'ai vu qu'il existait EcoProd, qui est une association formidable, qui, eux, existent depuis 2009. Hein, donc, on peut dire que c'est clairement les pionniers de l'éco-production. Ils ont d'abord été un collectif, et puis maintenant, c'est une association. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller sur leur site internet, parce que c'est rempli de ressources, de fiches pratiques, d'outils. On va en reparler plus en détail. Et à cette époque-là, c'était donc en 2019, ils proposaient uniquement un parcours EcoProd sur 2 après-midi uniquement. Et ça a été une révélation, et je suis repartie de là chargée à bloc d'envie de faire de l'éco-production dans la boîte dans laquelle je travaillais. Mais ça n'a pas pris. Les producteurs ont été assez peu séduits par l'idée de développer dans cette boîte un pôle éco-production et faire des tournages éco-produits. Et du coup, je suis partie et je me suis lancée dans l'éco-production. Donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y a eu le Covid entre-temps et l'écologie, c'était plus trop le débat à ce moment-là. Donc je suis devenue directrice de production à mon compte en intermittente, et ensuite il y a eu des formations certifiantes qui ont été lancées justement par en partie EcoProd, la Fabrique des formats, la Cinéfabrique, enfin plusieurs institutions. Et du coup je me suis formée et maintenant je suis certifiée. Voilà, pour intégrer des pratiques éco-responsables au sein de sa pratique professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai fondé ma société qui s'appelle donc Low Carbon Prod. Low Carbon Prod. Pardon, je ne sais même pas le dire correctement, mais de la production bas carbone. Et donc je suis formatrice en éco-production. Et je fais de l'accompagnement en éco-conception et éco-production, soit sur des films de long métrage, soit sur divers projets culturels. Là, actuellement, je vais le faire sur une exposition. Je viens de le faire sur la dernière exposition du CNAM, qui s'appelle l'empreinte carbone l'Expo, que je vous invite à aller voir, puisque si le sujet vous intéresse, ça parle d'empreinte carbone. Voilà, donc j'ai mesuré le bilan carbone de toute l'expo. On a fait un partenariat avec la Réserve des Arts, qui est une ressourcerie, justement pour gérer les déchets, voilà, et réduire l'impact carbone de ce projet-là. Voilà. Trop bien. Bah écoutez, merci les filles. Pour définir un peu la thématique de la soirée, je vais vous inviter à mettre les mots dessus. Donc, c'est quoi l'éco-production pour vous, dans votre métier ou au sens large ? L'éco-production, c'est fabriquer un film ou un contenu audiovisuel de la manière la plus éco-responsable à chaque étape de fabrication, donc de la prépa
jusqu'à la post-production. Voilà. Tout à fait. Moi, je dirais qu'on peut, on peut séquencer ça en deux. Donc, il y a la partie carbone qu'on va mesurer, donc, qui est liée à tout ce qui est transport, déchets, matériel électronique, etc. Et ensuite, il y a la partie récit. Qui va être également très importante. Et donc, les récits, ça va être comment écrire un script, un scénario de communication responsable si vous faites de la communication, ou une de fiction, si c'est plus de la fiction ou du documentaire. Voilà, réfléchir au comportement de consommation sur votre scénario. J'ai envie de rebondir, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Les nouveaux récits, c'est effectivement faire une lecture environnementale du scénario, dans lequel on va justement pointer les scènes ou les séquences qui vont être les plus impactantes, et on va réfléchir à éventuellement comment les remodeler. Alors, je mets beaucoup de guillemets, parce que ça, c'est un travail qu'il faut réussir à faire avec le réalisateur et le scénariste. Et vous imaginez bien que quand on touche à la création, c'est tout de suite un peu plus difficile. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a jamais mieux créé que sous la contrainte. Donc les réalisateurs et les scénaristes, ils sont déjà en train de voir modifier leur version pour d'autres critères que le prisme de l'environnement, comme le budget, tout simplement. Finalement, on n'a pas le budget pour faire cette scène, il faut réécrire. Ou j'en sais rien, de météo. Finalement, il prévoit de la pluie, on va devoir tourner ailleurs, ou je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je crois quand même qu'on est capable de rebondir et de créer, même sous la contrainte. Voilà, donc ça, c'est les nouveaux récits. Donc, c'est soit insérer des éco-gestes dans le récit, soit carrément essayer de proposer des nouveaux imaginaires, rendre cette transition environnementale sexy. N'hésite pas à donner des exemples, d'ailleurs. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être ? Si je prends par exemple une émission comme Koh-Lanta, vous connaissez Koh-Lanta ? Bon, ça fait 20 ans que on voit des gens galérer sur une plage et finir pendant 2 heures sur des poteaux. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas sur une plage en train de ramasser des déchets et construire leurs abris avec ces déchets et essayer de construire quelque chose d'utile plutôt que d'être juste là à survivre. Voilà, je trouve, en tout cas personnellement, je trouve que ce serait intéressant d'aider les spectateurs à se projeter dans des nouveaux imaginaires, et ça veut dire proposer des scénarios qui accompagneraient les spectateurs vers des pratiques plus vertueuses. Tu as quelques exemples, Pauline, par exemple ? Oui, alors nous, c'est aussi une thématique très importante chez nous. Donc, c'est bien d'avoir effectivement le réalisateur ou le client qui est investi là-dessus, sinon c'est un peu compliqué. Et encore. Donc nous, par exemple, on a produit un film récemment pour Paris-Est, Marne-et-Bois. Donc c'est toutes les villes de l'Est de Paris, comme Vincennes, Nogent-sur-Marne, enfin grosso modo toutes les villes qui finissent par sur Marne ou Le Pont. Voilà. Charenton-le-Pont, etc. Paris-Est, Marne-et-Bois, leurs équipes étaient très engagées à l'idée de faire un scénario de communication responsable. C'était pas l'objectif du film, donc on faisait un film pour la promotion touristique du territoire, donc un film de 3 minutes où on doit voir différents lieux de ces 13 villes, des comédiens faire différentes activités comme du bateau sur la Marne, aller au marché, visiter le château de Vincennes, voilà, différentes choses. Néanmoins, on a réussi à insérer beaucoup d'éco-gestes à l'intérieur de ce scénario.
Donc il y a beaucoup de personnes qui se déplacent avec des mobilités douces, donc en vélo, en bateau électrique, à pied, en transport en commun. C'était important aussi pour eux de montrer qu'ils étaient bien reliés en transport en commun. Donc on a filmé beaucoup de transports en commun. Ensuite, bien représenter la diversité du territoire. Donc des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes de différentes morphologies, de différentes ethnicités, etc., etc. Donc bien représenter le territoire. Ensuite, par exemple, il y a quelques scènes de repas. Il y avait un brunch, il y avait un pique-nique, etc. On a essayé de toujours mettre de la vaisselle réutilisable. Donc, par exemple, pour le pique-nique, c'est des assiettes en verre, des verres en verre ou des éco-cups, voilà, des choses qui sont réutilisables. Il y a une scène aussi où ils vont au marché. Donc là, on a choisi quelqu'un, un maraîcher qui produit ses fruits et légumes à Provins, donc c'est très proche de Paris-Est, Marne-et-Bois. Et du coup, c'est des produits de sa ferme, donc des produits de saison. La personne qui est allée au marché, elle est venue avec son propre panier, donc il n'y avait pas de déchets qui étaient montrés, etc. Enfin, plein donc de gestes, plein de choses qui ont été insérées à l'intérieur du scénario, qui sont subtiles, j'irais dire, mais qui permettent de rendre voilà, ces éco-gestes désirables, parce qu'au final, l'objectif du film, c'est un film désirable. Hein, l'objectif, c'est d'avoir envie de visiter ce territoire, donc, et de venir soit en tant que touriste, soit c'est pour aussi les habitants du territoire. Donc voilà, pour ce film, on a eu le label EcoProd 3 étoiles. Donc le label EcoProd, on peut être labellisé pour son éco-production. Je pense qu'on va développer un peu plus le sujet après, mais voilà, on a obtenu le label EcoProd 3 étoiles avec 97% de réussite, donc c'est vraiment très bien. Ouais. C'était quoi les 3%? Parce que je ne sais même plus. Pas mal. On a vraiment tout mis en œuvre, et là, oui, c'était porté par tout le monde. Et c'est ça qui est important, c'est que ça soit porté par tout le monde. C'est une comme démarche collective et collaborative. Voilà, ça, c'est hyper important. Tout seul, vous n'arriverez à rien. Mais il faut embarquer les gens. Il faut qu'il y ait un élan. Voilà, il faut qu'il y ait un élan. Et c'est encore mieux si voilà, votre soit producteur, soit client est également intéressé par cela. Je voudrais juste rebondir à nouveau sur cette histoire de nouveaux récits, parce que en fait, il ne faut pas négliger le pouvoir énorme sur l'inconscient qu'a notre média, l'audiovisuel ou le cinéma. On est vraiment vecteur de fantasmes, donc c'est dommage de ne pas s'en saisir pour justement aider les gens à se projeter vers un futur désirable. Aujourd'hui, tous les films qui parlent d'environnement sont des films catastrophes, des dystopies. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau genre à explorer, vous qui êtes peut-être les futurs réalisateurs et scénaristes de demain, où on propose un futur désirable qui ne serait pas forcément une dystopie. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit avoir que des films qui parlent d'environnement où tout se passe bien et tout se finit bien, hein. Mais c'est dommage. En tout cas, c'est un sujet qui est assez peu exploré. Et juste pour donner un exemple qui est juste pour dire à quel point on a un pouvoir grâce au cinéma sur l'inconscient et le conscient du téléspectateur. Le moment où on a décidé de réduire l'usage de la cigarette à l'écran, les gens ont considérablement moins fumé. Alors c'est peut-être aussi dû au fait que ce soit plus cher et tout ça, mais quand même, en tout cas aujourd'hui, quand on regarde un film de Piccoli où ça fume tous les plans, c'est presque ça romantise un peu l'usage de la cigarette. Hein, ça nous donne presque envie de vomir tellement ça fume à l'écran. Enfin, bref, voilà, c'est juste pour dire que... Ou fumer dans le lit, par exemple.
Ouais, fumer dans le lit, ouais, exactement. Aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, la cigarette dans le lit, c'est vrai que c'est pas tellement quelque chose qui nous fait fantasmer. Mais Et pourtant, ça l'était à l'époque. Donc, voilà, voir les gens trier leurs déchets à l'image, ou j'en sais rien, ou commander plutôt un plat végétarien, ou changer l'idée qu'on doit forcément commander une côte de bœuf pour se régaler au restaurant. Non, peut-être qu'on peut commander un dalle de lentilles, et en fait, c'est l'éclate à Je l'image. confirme. Bref. Mais du coup, je suis d'accord pour le dalle de lentilles. Et tu parlais, Pauline, tout à l'heure d'un deuxième aspect, qui est celui du coup de tout ce qui est tournage et post-production dans les coproductions. Donc, n'hésitez pas à nous donner des exemples, parce que souvent, quand on pense éco-production, quand on est totalement novice, on se dit « Ah, mais c'est la cantine, c'est la régie qui doivent trier leurs déchets sur leur petite table régie. » Et finalement, c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que c'est, donc, l'éco-production de ce côté-là, concrètement? alors, c'est beaucoup de choses. Donc, ça va impacter chaque poste, on va dire, dans votre tournage. Un des facteurs, enfin, une des choses qui émet le plus sur un tournage, ça va être les transports. Ça va être plus de 50% des émissions qui vont être liées au transport. Donc, comment minimiser ces transports? Mobilité douce, si possible. Donc, le train, c'est clairement ce qui émet le moins. Ensuite, voilà, réfléchir à comment est-ce que je peux grouper mes déplacements. Donc, comment est-ce que je peux avoir un van? Est-ce que je peux avoir un car pour déplacer les personnes s'il n'y a pas de transport en commun à proximité? En fait, ce qu'il faut faire, si possible, c'est également choisir son lieu de tournage en fonction. Donc, voilà, par exemple, nous, l'année dernière, on devait tourner une pub pour des tongs à la fin de l'hiver. La pub pour les tongs à la fin de l'hiver qui va passer l'été, c'est pas si simple. Si on veut faire de l'éco-production, la plupart des sociétés seraient parties là où c'est l'été, donc dans l'hémisphère sud. Nous, on a décidé de rester en France, d'aller tourner dans le sud de la France, à Nice, et de faire venir tout le monde en train, parce que c'était voilà, c'était possible de venir en train. On était à Antibes plus précisément, donc la gare d'Antibes. Ce qu'on a décidé, c'est de travailler beaucoup sur l'étalonnage. Donc, pour donner un look plus estival au niveau de l'étalonnage. Et après, voilà, compter sur notre chance aussi. Mais donc, le lieu de tournage, il va être hyper important. Les lieux de tournage, ils vont être super importants. Et on va réfléchir aussi au scénario en fonction de ce lieu de tournage. Ensuite, matériel électronique. Donc, en général, et ça c'est une bonne chose en audiovisuel, on loue son matériel électronique. Voilà, je ne connais pas pour l'instant de loueur qui ait une politique hyper engagée. Je ne sais pas si Adèle, tu en connais, mais... Il y a un annuaire des prestataires qui est disponible sur le site d'EcoProd. Hein. Vous allez me voir vous allez me voir parler beaucoup d'EcoProd, mais en fait, ils travaillent bien. Et donc, il y a un annuaire des prestataires engagés. Ça veut dire qu'ils ont adhéré à la charte EcoProd. Donc, ça veut dire qu'ils essayent. C'est-à-dire que quand vous les appelez en tant que coordinateur ou coordinatrice d'éco-production, vous leur dites « Ah là, j'aimerais bien que tu me trouves une solution un peu moins énergivore sur ce groupe électrogène. T'aurais pas un... » Et en fait, déjà, le fait d'en parler à votre prestataire, lui, il va se pencher sur la question. Et à force d'être sollicité sur ce sujet-là, ils vont essayer de développer peut-être aussi des outils. Mais les loueurs, souvent, ils ont la dernière génération de caméras, la dernière génération de lumière, etc. Moi, je ne connais pas encore de loueurs qui proposent de la seconde main, par exemple. C'est peut-être une idée
à développer. Donc oui, vous pouvez effectivement, c'est une très bonne remarque d'Adèle, aller regarder sur le site d'EcoProd, voir les prestataires qui sont engagés. Mais donc matériel électronique à réfléchir pour minimiser, trouver un loueur qui est proche du lieu de tournage pour éviter d'avoir trop de déplacements. Ensuite, au niveau de la déco, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des ressourceries qui existent. Donc, allez voir à la ressourcerie du cinéma, dans différentes ressourceries. Et puis, ça peut aussi être chez Emmaüs, voilà, dans différents lieux qui proposent de la seconde main, sur Le Bon Coin, etc. Pareil pour les costumes, privilégier la seconde main, la location. Voilà, si vous voulez tourner un film d'époque, vous pouvez aussi regarder ce qui existe déjà avant de faire construire un costume, ou coudre plutôt. Ensuite, la post-production. Donc, dans la post-production, il y a pas mal d'émissions également. Ça va générer de la chaleur. En général, votre post-production, ça va être des fichiers qui vont être assez lourds à traiter. Donc, ce qu'il va falloir que vous réfléchissiez au niveau de la compression de vos déjà exports. Le format. D'abord le format, effectivement. Voilà, en fonction de la diffusion de votre contenu, si vous êtes diffusé sur téléphone Instagram, portable, peut-être pas la peine de tourner en 8K, hein, ou même en 4K. Mais, voilà, en fonction de la diffusion de votre contenu. En tout cas, vous pouvez exporter en HD. Voilà. Vous pouvez exporter en HD. Après, le 4K, ça peut avoir ses avantages, parce que ça vous permet de zoomer dans l'image, ça vous permet d'avoir un peu plus de flexibilité pendant votre montage. Mais en fait, ce qui va être réellement très important, ça va être aussi la manière dont ça va être diffusé. Et donc, effectivement, si vous exportez en 4K, ça ne va pas du tout avoir le même impact de si vous exportez en SD, par exemple. Ensuite, si vous faites, par exemple, de l'animation, donc l'animation, ça va être un processus qui génère des rendus assez lourds et qui demande pas mal d'énergie. Et donc là, il y a des solutions qui existent pour réutiliser la chaleur générée, réfléchir aussi à comment je peux optimiser mon animation pour qu'elle ait, en réutilisant des objets, pour qu'elle ait un impact qui soit moins important, en réutilisant, en créant des bibliothèques partagées entre animateurs, etc. Voilà, le montage, ça va être aussi des questions de bureau. Où est-ce que je vais le faire? Quelle est la taille de mon studio? Comment est-ce que mon monteur il va se déplacer? Réfléchir au trajet qu'on a aussi entre une société de production et les personnes. Est-ce que c'est obligatoire qu'on fasse du présentiel tous les jours? Est-ce qu'on fait du télétravail? Est-ce qu'on a des stations qui sont possibles? Est-ce que mon monteur il a une station portable ou est-ce qu'il vient dans un studio? Ça dépend. L'archivage. Gros sujet. Il existe différentes méthodes d'archivage. Il y a du stockage qu'on appelle à chaud ou du stockage qu'on appelle à froid. Donc, stockage à chaud, ça va être le stockage sur le cloud. À éviter si vous pouvez, notamment pour des rushs qui vont être très importantes. Déjà, ça va être très cher pour vous et ensuite, c'est moins responsable d'une façon générale. Très énergivore. Voilà, très énergivore. Donc, préférez le stockage à froid. Après, stockage à froid, vous pouvez stocker sur disque dur, sur LTO. Enfin, il existe différentes manières de stocker, d'archiver. Voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Alors après, moi, je peux vous proposer une méthodologie. Qu'est-ce que c'est que l'éco-production? Par quel bout on commence?
Parce qu'effectivement, on peut aborder plein de choses. En fait, à chaque poste, c'est ça qui est intéressant. On peut mettre en place des choses, mais par quel bout on commence? C'est un peu comme quand on est dans un rayon au supermarché et qu'on se met d'un seul coup à vouloir être éco-responsable dans ses achats. C'est vertigineux. D'un seul coup, on commence à regarder tout dans le rayon et on ne sait plus, c'est bio, mais ça vient du Pérou. Qu'est-ce que je fais? J'achète plutôt mon avocat d'Espagne, mais du coup, il n'est pas bio, alors que celui du Pérou, il est bio. Enfin bref, on ne sait plus par quel bout commencer. Donc, je dirais que le point de départ, c'est évidemment donc, lecture environnementale. On analyse l'impact de votre scénario, de votre projet sur l'environnement. Comment? Avec un outil formidable qui vous permet de mesurer l'impact carbone, de mesurer le bilan carbone de votre œuvre, enfin de votre projet. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir bâtir votre stratégie d'éco-production, parce que vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans tout. Et puis en plus, l'idée, c'est de réduire au maximum. Mais si vous vous attelez à la cantine, alors que finalement, c'est le transport le plus impactant, c'est dommage. En fait, il vaut mieux concentrer ses efforts sur les départements qui vont être le plus impactants que de prendre tout à bras-le-corps et de vouloir tout faire. Parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire une éco-production. Donc, on fait un bilan carbone prévisionnel, et en faisant ce bilan carbone prévisionnel, donc vous pouvez trouver des outils, il en existe plusieurs, mais sur le site d'EcoProd, le Carbon Clap qui est gratuit, vous sort des graphes qui vous permet de voir quels sont les postes les plus impactants. Et donc là, vous voyez, j'ai les transports et la déco, par exemple. Ok, je vais concentrer mes efforts sur les transports et la déco, plutôt que de vouloir à tout prix acheter des éco-cups, alors qu'en fait, choisissez vos combats. L'idée, c'est vraiment de concentrer son énergie sur les postes les plus impactants. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc bâtir votre stratégie d'éco-production. Vous mettez en place un plan d'action. Donc, vous appelez chaque département, chaque corps de métier. Donc là, en l'occurrence, si c'est les transports et la déco, vous êtes en prépa. Vous appelez les équipes de déco, les chefs de poste. Tu sais, là, cette scène-là, elle est quand même très énergivore. J'ai vu que vous avez prévu de reconstruire une tour Eiffel. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble? Voilà. Et donc, ce coordinateur ou cette coordinatrice d'éco-production, elle est là pour justement essayer de trouver des solutions, des alternatives pour appuyer ce chef de poste dans les bons choix. Et faire de la recherche, de se faire de la prod un peu, mais ciblée en éco-production, en production éco-responsable. Donc, et puis après, l'idée, c'est de faire de la sensibilisation aussi tout au long du tournage, informer les gens, parce que les gens ne savent pas. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'un repas avec du bœuf, ça équivaut à 14 repas végétariens? Voilà. Mais si on le sait, peut-être qu'on accepte plus facilement que la cantine soit végétarienne. Il faut partir du principe qu'on n'a pas tous le même niveau d'information et pas tous le même niveau de sensibilisation à ces questions-là. Donc, si on veut que les gens s'engagent et provoquer un élan, parce que l'idée, c'est pas de contraindre les gens, c'est pas de les brusquer, c'est plutôt de les embarquer avec nous, donc de les informer, de leur donner des informations concrètes. Voilà. Et à la fin, faire un bilan carbone définitif du tournage, communiquer là-dessus à toute l'équipe et leur dire, grâce à vous, on a évité tant de déchets, on a pu faire une collaboration avec la ressourcerie du cinéma qui a récupéré tous les décors. Et du coup, on a eu que très peu de déchets. Donc, grâce à vous, on a économisé tant de tonnes de CO2 équivalent. Et ça permet de donner des vraies informations aussi sur les efforts que font les gens pendant le tournage. Parce que ça implique quand même de demander aux gens de changer leur manière de travailler. Et demain, vous allez aller voir votre chef machinot et vous allez lui dire non, en fait, faut pas travailler comme ça. Non, là, il va vous envoyer balader, mais direct. Donc, il faut beaucoup de diplomatie et de pédagogie pour que les gens acceptent de changer un peu leur méthode de travail. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais ça va, c'est clair. Peut-être je parle trop, vas-y, toi.
Lisa, est-ce que tu as une autre question? Non, mais écoute, c'est bien parce que vous avez anticipé pas mal de mes questions. Donc, comment dire, notamment sur le fait qu'il y ait des nouveaux métiers qui apparaissent ou des nouvelles manières de faire votre métier. Votre métier, principalement, du coup, c'est concentré autour de la production. Et on voit que, du coup, vous avez des missions qui se tournent de plus en plus vers le fait d'encadrer des équipes de manière responsable et pour les encourager vers une pratique qui n'est pas la vôtre de base, mais pour les guider vers des fournisseurs différents, vers des nouvelles manières de trouver des accessoires, de la décoration et autres. Comment ça vous fait sentir votre métier aujourd'hui et comment sont perçus les changements dans cette industrie du cinéma par ceux et celles qui les vivent à l'intérieur, notamment par la technique où on parlait tout à l'heure des personnes qui sont en HMC. Est-ce que les changements sont difficiles à arriver pour l'instant ou tout le monde accepte cette transition et ne serait-ce aussi par rapport au nouveau récit, comment ça se passe, les changements dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel? Alors nous, on a vraiment été créés autour de ce concept d'éco-production. Donc moi je dirais que ça a été plutôt simple parce qu'on travaille avec des gens qui sont assez engagés et qui souhaitent ancrer leur pratique artistique de cette manière-là. Donc c'est pas quelque chose qui est difficile au quotidien. Voilà, moi je suis productrice, donc je choisis aussi mes équipes et ça va être et en général on choisit des personnes qui soit savent faire, soit on leur apprend à faire. On a une charte pour les coproductions qu'on fait signer à l'ensemble des personnes qui travaillent sur nos projets où il est détaillé chaque meilleure pratique par poste. Donc si je suis cadreur, comment est-ce que je peux travailler de la meilleure façon possible, si je suis monteur, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et donc chaque personne signe cette charte au moment où il commence à travailler sur un projet avec nous. Alors, ils ne sont pas tous formés à l'éco-production. Néanmoins, c'est quelque chose dont nous, on parle avec eux. Enfin, ils sont informés qu'on est une société qui fait que ça. Et ça a été intégré à l'intérieur de nos process. C'est moi qui manage en général la stratégie d'éco-production sur les films. Voilà, donc c'est quelque chose qui se passe plutôt bien. Après, d'après les études, plus on a un poste élevé, mieux la stratégie d'éco-production est appliquée. Et aussi, plus tôt j'arrive dans le projet, mieux ça se passe également. Si le projet, voilà, on a déjà choisi, on arrive une semaine avant le tournage, bon, bah, tout est déjà plus ou moins fait. Ça va être compliqué d'avoir un véritable impact. Si j'arrive 3 mois avant, ben, ça va être mieux. Donc, il y a une question de timing et il y a une question d'importance, on va dire. Si le réalisateur, le producteur souhaite faire une éco-production, votre travail va être mieux valorisé et mieux perçu par les équipes parce que c'est quelque chose qui va venir de tout en haut. Et si tu as envie de continuer à travailler avec ce réalisateur très engagé ou ce producteur très engagé, ben, tu vas te débrouiller pour travailler de la meilleure façon possible. Voilà. Tout à fait. Pour compléter, je dirais que c'est très variable d'un projet à un autre et d'un poste à un autre. Évidemment, cette démarche-là ne peut fonctionner si et seulement si elle est effectivement appuyée par, si ça vient du producteur, dire de prod, réal et quelques chefs de poste. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas dans votre crew ces personnes-là, ça va être très difficile de mener une éco-production qui sera un vrai succès, quoi. Parce que voilà, comme je vous disais, tout le monde n'est pas forcément prêt à accepter que quelqu'un qui est novice sur un plateau, qui a très peu d'expérience, parce que c'est un peu ça qui se passe, nous, les retours d'expérience qu'on a sur le
le collectif L'Étoile Verte, qui est donc un collectif d'intermittents du spectacle engagés qui se donnent les bons tuyaux. On a plein de retours d'expériences d'éco-référents et de coordinateurs d'éco-production qui sont plutôt négatifs. Des jeunes souvent trop jeunes, avec peu d'expérience de tournage, de plateau. Et c'est quand même, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être sur un tournage. Oui ? Vous voyez comme c'est très hiérarchique comme milieu. Chacun sa place. On ne parle pas forcément... il y a des moments où on parle aux gens, où on ne parle pas aux gens. Voilà, c'est pas forcément évident. Donc imaginez d'un seul coup un petit jeune éco-référent qui arrive sur un tournage et qui va voir le chef d'éco qui fait ça depuis 30 ans et qui lui dit t'as pris quoi comme peinture c'est de la peinture éco plus parce que tu sais c'est plus écolo hein. Enfin bon voilà, il y a des manières de faire et donc il y a plein d'éco-référents qui ont été très très mal menés sur les tournages. Donc il y a un vrai accompagnement de ce poste-là. Il faut impérativement qu'il soit introduit de la part des producteurs, du réal, pour être sûr de mener à bien cette éco-production. Voilà. Après, il y a évidemment des gens qui vont soutenir la démarche, qui vont être hyper engagés, donc là c'est super, vous arrivez à mettre en place des trucs. Et puis, en fait, vous aurez de tout. Enfin, je veux dire, un peu comme dans la vie, dans vos amis, vos familles, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Enfin, tu vois, je veux dire, au dérèglement climatique. C'est comme dans la vie, en fait, un tournage. Donc, voilà. Il faut s'appuyer sur les gens qui vont vous aider. Et tant pis, laissez de côté ceux qui vont pas y arriver. Mais là, très concrètement, par exemple, sur le film sur lequel je travaille, au niveau des costumes, on a essayé d'écarter l'idée d'acheter des housses de costumes. Il y avait 100 costumes, des housses transparentes en plastique. Et c'est le cas depuis très longtemps. Les housses costumes, c'est du coup du jetable. Donc c'est du déchet. Donc clairement, on achète ça en Chine. On met tous les costumes sous housse transparente parce que c'est plus facile à chercher dans le camion quand on doit tourner. Et derrière, on le jette. Voilà. Ça, typiquement, si on peut l'éviter, c'est mieux. Donc, j'ai trouvé un prestataire qui fait de la housse en textile, fabriquée en France, lavable, louable. Voilà. Et quand les housses sont arrivées, elles étaient prises de panique parce que... les costumières, parce que elles se sont dit mais il faut du coup qu'on change notre manière de travailler, il faut qu'on étiquette tout parce que c'est moins facile, tu vois pas à travers la housse, donc quand tu dois chercher tout de suite ta veste rouge pour la scène, parce que finalement c'est cette veste là qu'il faut, tu fais tac tac tac, tu prends ta veste et tu l'amènes sur le plateau. Voilà. Et comme ce qu'on disait, en fait, il y a des métiers qui peuvent... Il y a une tolérance au fait d'être en retard ou pas sur un plateau. Et le HMC, habillage, maquillage, coiffure, c'est moins évident pour ces postes-là parce qu'on considère qu'ils ont moins... je parle trop. Non. Parce qu'ils ont moins de temps pour travailler correctement. Voilà, c'est des choses qu'il faut déconstruire, ça met du temps. Et du coup, si vous voulez, l'environnement n'était pas favorable pour qu'elle puisse se lancer dans cette nouvelle façon de travailler, à étiqueter chaque costume pour chaque séquence ou chaque rôle. Enfin, vous voyez. Et donc, du coup, on a renvoyé les costumes et on a finalement acheté des costumes en plastique. Des housses, en plastique jetable. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu, parce que la prochaine fois qu'elles seront sur un tournage avec une vraie volonté d'éco-production, une vraie démarche, elles sauront que ça existe, elles sauront comment faire, elles auront déjà vu les modèles, et peut-être que là, elles seront soutenues par la mise en scène, la production, qui du coup pourra tolérer peut-être une réadaptation de leur métier. Et voilà, l'environnement sera peut-être plus favorable pour elles voilà. En général, si vous leur dites que ça coûte moins cher, c'est souvent l'éco-production, ça veut dire qu'on
on essaie de limiter d'une certaine manière, donc on est plus sobre. Et ça, en général, ça met tout le monde d'accord. Si quelque chose est moins cher, c'est mieux. Et donc, vis-à-vis de la prod, mais vis-à-vis de l'équipe, ils vont dire ils font une éco-production parce qu'ils veulent faire des économies. Moi, j'ai vu ça. ah oui. Mais vis-à-vis de la prod, oui. Voilà. En général, comme on va minimiser les transports, on va réutiliser des éléments de décor, on va avoir des costumes de seconde main, etc., etc. En général, l'addition est quand même moins élevée. Et donc, ça, c'est un argument très valable, on va dire, pour une écoproduction. Par exemple, tu nous donnais un exemple super intéressant tout à l'heure, Adèle, sur les aérosols, où là, le prix était rien à voir. Ça a mis tout le monde d'accord. On a économisé 2 000 € parce qu'on a écarté l'achat de 70 bonbonnes Kenner, qui sont des bonbonnes pour dust-off, parce qu'on tourne en pellicule, vous savez, pour enlever les poussières, les micro-poussières sur la caméra et sur la pellicule. Et donc, j'ai vu avec l'équipe Image et je leur ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écarter, parce que les bombes aérosols, c'est ultra polluant. Donc, on en consommait 2 par jour au moins. Donc, on a réussi à trouver l'achat d'un compresseur, mais portable, rechargeable en USB. Donc, ça a coûté 200 € parce qu'on en a acheté 2. C'est 100 € l'outil. Et voilà. Et du coup, on a épargné 2 000 € de bonbonnes, et en plus de ça, pas recyclables. Et puis c'est des produits très très nocifs pour l'environnement. Donc Et que ce soit du coup dans votre travail de productrice ou que ce soit dans d'autres métiers peut-être un peu plus techniques, est-ce que vous avez une assistance en plus de vos métiers de coordinatrice de production sur l'écologie, que ce soit du coup des institutions, que ce soit d'associations, vous parliez d'éco-prod tout à l'heure, comment vous êtes guidée dans cette sphère cinématographique qui n'est peut-être pas encore adaptée au changement? En gros, c'est quoi le rôle d'éco-prod et des autres associations collectives? Comment ils vous aident et qu'est-ce que c'est? Ils proposent tout un tas d'outils et de ressources gratuitement. Il y a le guide de l'éco-production, le guide de la post-production, le guide de l'animation éco-responsable. Tout ça, c'est dispo sur leur site. Des fiches pratiques par métier. Moi, je commence en prépa comme ça, c'est-à-dire que je me fais introduire par le producteur et je contacte chaque pôle, la déco, la régie, et là, j'envoie à chacun une fiche pratique d'éco-prod qui est adaptée en disant le maquilleur, par exemple, avec tous les produits qui sont éthiquement bons pour la peau et pour la planète. Et donc, je lui dis, voilà, moi, je suis responsable de l'éco-production. Voilà ce que propose EcoProd en termes de maquillage. Est-ce que tu connais les produits? Est-ce que tu les as déjà testés? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on ait des lingettes lavables pour utiliser ces produits? Enfin, voilà, on essaie d'établir un dialogue et pas juste leur envoyer la fiche pratique en leur disant tiens, voilà, ça c'est les recommandations d'EcoProd. Voilà. Donc EcoProd propose ça, le Carbon Clap qui permet de mesurer le bilan carbone, la labellisation, il y a la labellisation EcoProd aussi si vous voulez encore plus loin, qui peut servir aussi de feuille de route pour mener une éco-production, parce que pareil, le référentiel, il est en ligne, hein, c'est un tableur Excel, et du coup, quand vous avez votre projet, vous remplissez chaque ligne, et ça vous permet de voir le nombre de points que vous avez. Ça peut être une manière de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer votre projet. Mais sinon, de manière organisationnelle... Non, tu es un peu tout seul, non ?
Si toi, Non, ça dépend. En fait, ça peut être porté par la réalisation, la production, et après qu'il y ait un chargé d'éco-production qui s'occupe de coordonner, de récolter toutes les données. Donc, c'est possible qu'il y ait effectivement plusieurs personnes qui s'occupent de cette éco-production. C'est même bien. Parce que si tout le monde est impliqué, je ne sais pas, si par exemple le chef élec est super impliqué, voilà, c'est une bonne chose. Mais après, un assistant, oui, je pense que ça peut arriver d'avoir un assistant. Et ensuite, EcoProd, on n'interagit pas forcément avec eux quand on fait un film éco-produit. On va aller sur leur site, on va faire notre bilan carbone prévisionnel, on va faire notre bilan carbone définitif. Donc ça, c'est un outil web, vous pouvez vous inscrire. Ensuite, pour ce qui est du label EcoProd, là, on va interagir avec des gens, parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire une audit de votre film. Et donc là, c'est l'AFNOR qui va faire l'audit de votre film. Et en fonction de l'envergure du projet, il va y avoir soit quelqu'un qui va venir directement sur le tournage pour faire l'audit. Je crois que c'est au-delà de 40 jours de tournage. Enfin, c'est quand même un projet relativement important. Ou sinon, vous allez interagir et remplir justement ces grilles Excel voilà, avec des éléments de preuve pour que l'audit soit bien réalisé. Donc, il va y avoir, par exemple, des photos à prendre, il va y avoir des documents à fournir, etc., etc. Et en termes de financement, comment sont les institutions vis-à-vis de cette transition-là? Est-ce qu'il y a déjà des changements qui ont été opérés? On parlait tout à l'heure du CNC avec son plan d'action. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors maintenant, c'est obligatoire pour avoir les aides du CNC de faire un bilan carbone. Voilà, toutes les sociétés de production audiovisuelle qui font financer leurs projets par le CNC vont devoir faire ce bilan carbone. Il y a l'AFNOR Spec aussi qui est sorti. Donc l'AFNOR Spec, il y a 3 niveaux d'engagement pour une production audiovisuelle. L'AFNOR Spec, c'est quelque chose c'est un tableur Excel qui est sorti par le gouvernement, voilà, la République française. Et donc, vous allez pouvoir vous situer au niveau 1, 2 ou 3. Donc, le niveau 3, c'est si tous vos projets sont éco-produits dans votre société de production audiovisuelle. J'ai oublié la question, Lisa. Non, je parlais des sources de financement. Est-ce qu'elles sont déjà au clair sur comment dire, sur ce qu'il faut faire, et elles vous aident, et il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place en faveur de production éco-produite, ou alors les règles sont toujours les mêmes et vous vous dépatouillez dans un monde qui n'a pas changé? Ouais, donc je dirais que pour tous les projets qui sont financés par des institutions publiques, c'est forcément un plus. Pour tous ceux qui ne le sont pas, par exemple de la publicité, des reportages, etc., etc. Là, c'est juste si la production a envie, on va dire, ou si le client en a envie. Et donc là, ça va être fait un peu moins bien, on va dire. Donc là, il ne va pas y avoir de financement. Ça va être à l'initiative du producteur, du client, etc. Voilà. Alors, il y a quand même, il existe, en tout cas en cinéma, des éco-bonus en région Île-de-France et en Corse, pour l'instant, uniquement. Et le CNC va annoncer son plan Action 2 à Cannes dans 15 jours, qui a prévu d'annoncer une bonification pour... Alors, je n'ai pas exactement les tenants et aboutissants, puisqu'ils vont l'annoncer dans 15 jours, mais je sais qu'ils prévoient d'apporter une bonification pour les films, ou en tout cas les projets, qui auront montré peut-être une vraie trajectoire entre le bilan carbone prévisionnel et le bilan carbone définitif. Je ne peux pas vous en dire plus, mais quand même, ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que pour les films les plus vertueux, il y aura une bonification. Alors, je ne sais pas de quel ordre, comment, mais il prévoit d'annoncer ça. Ça, c'est une grande nouvelle, quand même, parce que jusqu'à maintenant,
il y avait une éco-conditionnalité dans le sens où le CNC exigeait un bilan carbone, mais il n'y avait pas d'intérêt financier. Dès qu'on fait appel, ouais. Dès qu'il y a du financier. Et même l'inverse, puisque du coup, il y a eu un vent de panique. Enfin, d'un seul coup, les producteurs, on leur demandait de faire un bilan carbone. Quand on n'est pas familier, puis d'un seul coup, il faut payer quelqu'un en plus. Donc, c'est plutôt une dépense en plus. Donc, mais comme finalement, ils se rendent compte qu'effectivement, ça permet de faire des économies par ailleurs, ce poste-là peut être... Enfin, moi, j'argumente comme ça pour faire financer ma prestation. Mais voilà, donc on va dire que voilà, il n'y a pas de vraie proposition de financement de cette démarche, mais c'est en train d'être mis en place timidement, mais quand même. Vas-y, je t'en prie. Non, je voulais dire juste qu'il y avait des prix aussi, donc ça peut être intéressant aussi pour faire J'allais valoriser. dire la même chose. Ah oui, c'était Vas-y, ta je t'en question. Donc ça peut être intéressant pour faire valoriser votre film. Il y a un prix à Cannes aujourd'hui sur les coproductions. Il y a d'autres prix. Il y a les Deauville Green Awards. Il y a plusieurs prix qui existent. Par exemple, si vous avez le label EcoProd, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre sur votre film dans le générique. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être valorisé par le téléspectateur. Et ça permet aussi de mettre en avant tout ce qu'on disait tout à l'heure avec les nouveaux récits et de montrer qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles et lesquelles, et en faire des beaux films et de les récompenser comme pour créer ce nouveau genre dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Après, aujourd'hui, c'est encore un peu marginal. C'est-à-dire que si vous voyez à l'affiche, il y a un film avec le label EcoProd et tous les autres ne l'ont pas, c'est pas ça qui va vous faire aller voir le film, on est d'accord. En revanche, demain, quand tous les films auront le label EcoProd et qu'il y en aura un qui ne l'aura pas, là, vous vous direz, ah bah, tiens, bah, lui, il n'a pas fait... Vous noterez plutôt, tiens, lui, il n'a pas fait la démarche... EcoProd. Enfin, vous voyez, c'est juste qu'on est, en phase de transition environnementale de notre secteur aussi. Donc, toutes ces choses sont en train de se mettre en place. Et j'ose espérer que ça va se démocratiser. Oui, et ça permet aussi de valoriser le travail des équipes. Tout à fait. Et de votre côté, est-ce que vous voulez nous présenter deux projets, enfin un projet chacune que vous avez réalisé, pas réalisé, mais travaillé en éco-production, pour donner un exemple de ce que vous avez fait? J'ai pas le petit diaporama avec moi, mais si jamais je peux le montrer sur mon téléphone. Alors, je vais vous donner. Je vous ai déjà donné des petits exemples là sur le film sur lequel je travaille. Alors, je vais plutôt vous parler de l'exposition du CNAM. On a mis en place, et c'est une première, c'était donc un marché public. Et au moment de publier l'appel d'offres des marchés publics, on a intégré ces démarches d'éco-production, c'est-à-dire que les entreprises qui répondaient à l'appel d'offres étaient censées intégrer dans leur réponse une démarche vertueuse et environnementale. Donc c'était assez nouveau et on a mis en place un partenariat avec la Réserve des Arts, qui est une ressourcerie, une recyclerie dans l'événementiel. Voilà. Dans le cinéma, ce serait la ressourcerie du cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit dans lequel vous pouvez aller même en tant que particulier pour acheter une porte, un bureau, n'importe quoi. Donc ça, c'est une grande première. On a vraiment mis en place un partenariat avec une ressourcerie. Donc, c'est-à-dire que 6 mois avant, ils ont gardé tous les contreplaqués qu'ils récupéraient d'événements. Et l'entreprise qui était chargée de construire les éléments de scénographie récupérait tous ces éléments de décor de la ressourcerie, les refabriquer. Et derrière, là, ils vont démonter le 19 mai, c'est le dernier jour de l'expo. La ressourcerie va venir récupérer tous les éléments de décor comme ils ont été pensés dès leur conception et leur fabrication au démontage pour les réemployer. Et bien du coup, il y a très peu de déchets sur cette expo. Et vous imaginez bien que les expos temporaires, jusqu'à maintenant, c'était du bois neuf, exposé pendant 6-8 mois, et derrière, ça part à l'incinérateur. Pour un film, pour une séquence de 10 minutes, un film comme Astérix, une très grosse production, ça va être 3 bennes de bois
qui partent à l'incinérateur. Donc ça, c'est des pratiques qu'il faut absolument changer. On ne peut pas continuer d'acheter de neuf et de jeter comme ça. Donc il faut essayer de se tourner vers des ressourceries pour construire à partir d'éléments déjà existants. Voilà. Pauline, tu veux nous raconter un exemple de projet ? Oui, alors je peux vous parler par exemple d'une publicité qu'on a fait pour des parapluies pour une marque qui s'appelle Isotonnerre il y a quelques années. Et où on a entrepris un certain nombre de choses. Donc, cette marque nous avait pas forcément choisi parce qu'on faisait de l'éco-production. Donc, c'était quelque chose qui les intéressait. C'est toujours un plus. Enfin, d'une façon générale, chez nos clients, ça a toujours été un plus. Mais soit c'est important pour eux, on va dire, et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles ils nous choisissent, soit ça peut être pour autre chose. Voilà. Donc là, c'était pas forcément pour cette raison-là. Néanmoins, on a mis en place tout un tas de choses en interne pour éco-produire le film. Donc déjà, on a choisi de le tourner à Paris. Donc, ils voulaient que c'est un look urbain, voilà. Donc, on a décidé de tourner à Montmartre, dans des escaliers. On a décidé de ne pas montrer le côté motorisé, voiture de Paris. Donc, c'est une zone qui est piétonne. Ensuite, voilà, il peut y avoir des déchets, par exemple, il y avait pas mal de déchets sur les escaliers, etc. On a balayé tous les mégots, tous les déchets pour pas qu'il y ait ce genre de choses. Au niveau de la lumière, donc on tournait en extérieur. Donc quand on tourne en extérieur, on se demande toujours où est-ce que je peux brancher mes lumières si je peux pas être raccordé au réseau. Donc nous, on avait décidé de louer des grosses batteries électriques. Donc, plutôt que de tourner sur générateur, quand le tournage est de relativement petite envergure, vous pouvez tout à fait louer de grosses batteries qui peuvent vous tenir la journée. On avait un café qui nous permettait de les charger, donc on chargeait l'une après l'autre les batteries électriques. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait mis en place d'autre ? On avait un repas qui était végétarien. Donc, en général, ce qui est bien avec un repas végétarien, c'est que ça met tout le monde d'accord. Enfin, puisque que tu sois végétarien ou pas, tu peux manger. Donc, si vous voulez faire un seul repas, c'est souvent ce qui est le plus simple. Et on a fait un bilan carbone prévisionnel et définitif pour ce projet. On avait utilisé à l'époque un outil qui s'appelle AdGreen, qui est bien aussi, qui est un peu l'éco-prod anglais. Donc, si vous travaillez à l'international, ça peut être intéressant d'utiliser AdGreen. AdGreen, c'est spécialisé dans tout ce qui est publicitaire, on va dire. Et ensuite, ils ont Albert, qui est l'équivalent pour tout ce qui est fiction. En Angleterre. C'était le moment où il y avait une refonte du Carbon Clap. Donc, le Carbon Clap n'était pas encore aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, nous, on utilisait beaucoup cet outil à ce moment-là. Et voilà, c'est un outil que je peux aussi vous recommander si vous travaillez avec des anglophones ou à l'international. C'est vraiment pas mal. C'est marrant d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes façons de calculer le. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats. D'un outil à un autre, même en français, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. C'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce sont des ordres de grandeur. Et ça vous permet de voir quels sont les postes les plus impactants et d'essayer de mettre en place une stratégie. Mais il ne faut pas trop s'attarder sur le chiffre en tant que tel du bilan carbone. C'est important de garder en tête que voilà, ce sont des ordres de grandeur et c'est grâce à ça que vous allez bâtir votre plan d'action. Et que ce soit avec la recherche de clients, donc toi dans l'institutionnel, Pauline, que ce soit avec les productions et autres, est-ce que vous sentez les lignes bouger ? Comment vous trouvez des clients ? Est-ce que ce sont déjà des personnes engagées ? De même pour les productions, comment ça se passe tout ça ? Moi, je dirais qu'il y a un peu plus de la moitié des clients qui nous choisissent pour ça aujourd'hui. Donc, c'est plutôt bien. C'est mieux qu'au début.
Ça n'a jamais été un point très négatif. Enfin, je pense que sinon, ils ne nous auraient pas choisis. C'est toujours un plus. Après, ça peut être la chose qui les fait pencher du bon côté de la balance ou pas. Mais nous, c'est un argument qu'on met en avant quasiment systématiquement. Donc, dans nos devis, on va expliquer comment on va mettre en place notre éco-production en fonction du brief. Donc, je ne sais pas, pour un film, par exemple, en motion design, ça ne va pas du tout être la même chose que pour un film qui est fait avec des prises de vue réelles. Et donc, on va adapter cette stratégie en fonction du brief du client. Voilà. A priori, les gens qui m'appellent pour mettre en place une démarche d'éco-production, c'est des gens qui soutiennent la cause un petit peu. Donc voilà, après, dans une équipe de tournage, on est 40. Donc voilà, c'est pas pour ça que tout le monde adhère. Mais globalement, on est quand même dans un milieu où les gens semblent sensibilisés et je sais pas ce que tu en penses, mais plutôt réceptifs, je dirais. Il y a toujours des réticences, mais voilà, un peu comme dans la vie, quoi. Hein. Je dirais oui, mais après, je sais pas si on est représentative de l'ensemble. Ouais. On a envie de croire que oui. Après, tu vois, ça varie tellement. Enfin, par exemple, là, il va y avoir Cannes dans 15 jours. J'y étais l'année dernière avec le collectif L'Étoile Verte. Là, cette année, on mène des actions. Je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller, parce que souvent, les étudiants en cinéma, ils y vont. Là, cette année, non, vous n'y allez pas? Parce qu'on organise une grande marche. La première marche vers un cinéma vert. Voilà, première marche du collectif L'Étoile Verte avec EcoProd et tous les gens qui ont envie de rendre le cinéma plus vert. Et vous imaginez bien qu'un endroit comme Cannes, c'est un peu le pire des endroits pour parler d'écologie. Donc voilà, on a un peu l'impression de vider la Méditerranée à la petite cuillère. Moi, ça m'a un peu déprimé l'année dernière, mais c'est pas grave. Il faut quand même être là. Donc, moi, je soutiens mes collègues qui y vont et qui vont soutenir le prix EcoProd à Cannes. Et voilà, mais il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. Donc, rejoignez-nous. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un sujet qui mérite d'être largement exploré, approfondi. Voilà. Et ma question classique, ça aurait été comment donner des conseils à des étudiants et étudiantes pour faire de l'éco-production sur leur tournage. Mais on peut aussi la dévier pour faire écho à ce que tu disais, à comment s'engager aussi dans le cinéma en faveur d'une transition écologique, parce qu'on n'a pas tant que ça parlé des collectifs dont on parlait au début, qui sont Cut, l'Étoile Verte et autres. Donc, question en deux parties. Quels conseils vous donneriez toutes les deux à des étudiants et étudiantes en cinéma qui voudraient se lancer dans l'éco-production ou faire des productions plus vertes et en même temps, comment s'engager dans le fond, mener un vrai combat pour l'éco-production, peut-être à travers ces collectifs, on ne sait pas. N'hésitez pas. Alors, déjà, il existe de plus en plus de formations, des formations courtes, des formations longues, qui peuvent être financées par l'AFDAS notamment. Voilà, donc renseignez-vous sur le site d'EcoProd à nouveau. Il y a vraiment des tas d'informations là-dessus. Donc, moi, si le sujet vous intéresse, évidemment, formez-vous. Vous pouvez même être à votre tour formateur. Ça permet de bien maîtriser le sujet. La deuxième partie de ta question, c'était oui, pour s'engager encore plus. Eh bien, vous pouvez adhérer à EcoProd, à Cut, le Cinéma Uni pour la transition, ou encore, donc nous, on a monté un collectif qui s'appelle l'Étoile Verte et qui rassemble et qui fédère tous les intermittents
qui souhaitent s'engager. Et voilà, il n'y a pas de conditions, on accueille tout le monde. Et on a donc un Discord et un WhatsApp sur lequel on se communique tous les bons tuyaux. Voilà, donc moi-même, encore il y a 2 jours, je cherchais un groupe électrogène le moins énergivore possible. J'écris sur le WhatsApp, est-ce que vous avez un bon plan, ou une bonne cantine végétarienne, parce que c'est bien beau d'imposer du végétarien, mais si votre cantine, elle fait la même chose sans le carnet, juste les légumes. En termes de protéines, ça va être compliqué. Du coup, c'est pas ça, cuisiner un plat végétarien. On a souvent ça sur les tournages. Et du coup, ça crée une mauvaise ambiance parce que la nourriture, c'est quand même sacré sur un tournage. Et il suffit qu'il y ait une mauvaise cantine pour avoir une très mauvaise ambiance. Et du coup, c'est dommage. Voilà, comment vous engager plus? Venez à Cannes, venez marcher avec nous. Ça va être le 19 mai, le dimanche, à 17h. Voilà, donc le 16 mai, c'est la remise du prix EcoProd. On a besoin de monde, de gens, parce que vous imaginez bien que là-bas, il va y avoir que des strass et paillettes et des gens qui se déplacent quand il y a des jets qui circulent dans le ciel toute la journée, des yachts qui font des ronds dans l'eau toute la journée, mais c'est pas grave, c'est important justement d'être là et de montrer que le cinéma s'engage. Voilà. Et sinon, de manière pratique, si vous réalisez un court-métrage, si vous réalisez un documentaire, etc., moi, le premier conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de vous inscrire sur le Carbon Clap et de faire un bilan carbone prévisionnel de votre projet et de voir quels sont les résultats que vous obtenez. Et ensuite, de réfléchir par poste, comment est-ce que je peux diminuer ces émissions. Et deuxième conseil, ça serait d'avoir une lecture environnementale de votre projet. Donc, de réfléchir en fonction de votre scénario à comment est-ce que je peux insérer des éco-gestes et quels sont les éléments à l'image que j'ai envie de montrer et ceux que j'ai pas envie de montrer. Voilà. Trop bien. Merci en tout cas les filles. C'était un grand plaisir. Est-ce que vous avez des choses à raconter, à ajouter avant que je passe le micro peut-être pour des questions? Moi, j'ai juste 2 punchlines à vous dire. Avec grand plaisir. La première, c'est décarboner la culture, c'est la pérenniser, parce qu'on vit dans un monde aux ressources finies. Donc une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, c'est complètement illusoire. Donc le jour où on manquera vraiment de ressources, vous imaginez bien qu'on ne va pas garder le pétrole pour alimenter votre groupe électrogène pour tourner le film de Jean Dujardin. Non, donc ce sera plutôt gardé pour la santé, les pompiers, d'autres domaines. Donc si la culture veut survivre à ce dérèglement climatique, elle a intérêt à prendre le train tout de suite de la sobriété